Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous n'allons pas tarder beaucoup plus longtemps. Je signale quand même qu'il y a encore quelques places libres ici. Il y en a deux ici, une là, là aussi. Levez la main. Voilà, merci. Il y en a aussi une là-haut et une tout en haut, dans le coin. Donc, si jamais, ici, il y en a deux. Là, vous êtes les deux. Vous risquez rien, les flammes sont loin. Bien, bonsoir. Je ne vais pas allonger plus que ça ma présentation. Vous savez pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour célébrer la naissance d'un livre. En fait, on s'attendait à un autre livre, mais qui est en route et qui va venir un peu plus tard. Mais comme s'il y avait une espèce de... je ne sais pas comment on peut dire, une espèce de pause à l'intérieur du travail de longue haleine. Il y a comme ça quelque chose qui sort, comme un court-métrage à l'intérieur d'un long-métrage, qui est ce livre consacré à Jeanne d'Arc de l'histoire au cinéma, à savoir plein de choses que j'ai déjà pu feuilleter, je n'ai pas entièrement lu, mais j'ai découvert énormément de choses, souvent très curieuses, souvent même assez drôles pour le cinéphile, par rapport à ce qu'on connaît de Jeanne d'Arc. Que Hervé Dumont nous a apporté avec les éditions Pierre-Marcel Fabre. Alors, évidemment, ce soir, ce n'est pas à moi de parler, c'est à Hervé de vous présenter les deux films de ce soir, en commençant bien sûr par le Dreyer. Et après, je redirai encore quelques mots liés au livre et aux questions plus pratiques qui vont suivre cette projection. Donc, Hervé, bienvenue. Merci, merci, cher Frédéric. Alors oui, effectivement, on présente ce livre auquel on a travaillé. Il faut quand même avouer que ce texte existait déjà, puisque ça fait partie d'un ouvrage sur le Moyen-Âge et la Renaissance au cinéma, c'est-à-dire la représentation de ces époques par l'audiovisuel. Et puis quand on a appris que c'était le 600e anniversaire en France de la Pucelle, on s'est dit, allez, on va vite essayer de sortir ça, avec une présentation particulière. C'est très richement illustré, comme vous pourrez le constater, à 8 heures. Je ne veux pas me perdre trop longtemps parce que c'est un livre qui montre, puisqu'il y a une bonne centaine de Jeanne d'Arc entre la télévision et le cinéma, qui montre un petit peu à quel point chaque réalisateur, chaque actrice a un petit peu représenté son point de vue, ou en tout cas ça représente vraiment tous les aléas du siècle. Alors on s'est demandé avec Frédéric qu'est-ce qu'on va montrer, puisqu'on montre deux films, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir montrer. Évidemment c'était impensable de ne pas montrer le Dreyer, on en pense ce qu'on veut, mais c'est un monument. Hein, puisque je crois en 1958, on a déclaré que c'était un des 10 meilleurs films au monde. On se dit ça comme ça, évidemment le temps passe, mais ça fait rien. Je vais en parler brièvement. Et puis on s'est dit ensuite, évidemment on peut montrer Rivette, mais ça fait 6 heures, c'est quand même un peu long. Et puis Luc Besson, on ne voulait pas le montrer. Ingrid Bergman, non, et puis de toute manière je crois qu'il n'y avait pas de copie. Mais en revanche, effectivement, Le Bresson est extrêmement intéressant si on le montre après celui-ci, parce qu'ils ont l'air de se ressembler, ils sont totalement opposés. Mais ça, j'en parlerai un peu plus loin. C'est-à-dire plus tard, c'est à 9h pour ceux qui restent, puis c'est un film très court. Le Bresson, il fait 1h03, comme ça, quelque chose. Voilà, alors pour le film de Dreyer, il faut voir, d'une part, on peut se demander qu'est-ce que Dreyer fait en France en 1927. Il a montré quelques films là-bas qui ont un grand succès en salle, et la Société Générale des films. Ah, mais on va quand même saluer Pierre-Marcel Fabre, l'éditeur du livre, même. Alors, Dreyer est invité par la Société Générale des Films en France, qui est une grande société qui a notamment participé au financement à la fin du Napoléon de Gans, donc c'est pas n'importe quoi, et a demandé à Dreyer de s'installer à Paris pour tourner un grand sujet historique français. On est en pleine mouvance très nationaliste. Alors, il avait le choix entre Marie-Antoinette, Catherine de Médicis et Jeanne d'Arc. Il a choisi Jeanne d'Arc. Il y a eu un vent de panique parce que tout de suite, la droite, l'Action nationale, s'est dit mais c'est horrible, c'est un Danois, c'est un étranger, il ne va quand même pas prendre notre héroïne nationale. Et puis les catholiques ont dit quelle horreur, c'est un protestant. C'est donc impensable qu'il filme. Or, pire encore, Dreyer décide d'abord de confier le rôle principal à Lillian Gish, l'américaine de Hollywood. Évidemment, ça fait un drame. Et il a fallu tout de suite revoir un petit peu le casting. Cela dit, j'aimerais faire un saut d'abord. On a l'impression, quand on voit les images du film, et je suis persuadé que vous avez tous vu déjà des images de ce film, qui est surtout un film de visage,
c'est un film qui n'a rien coûté, c'est un film de nouvelle vague, carrément, hein, du tout de nouvelle vague. Eh bien, on n'y est pas du tout. Ce film a englouti une fortune. Il a été tourné pendant 9 mois, hein, dont 3 mois en plus de montage. On a construit des immenses décors qui coûtaient à l'époque la fortune de 1 300 000 francs d'époque, qui était excessivement cher. On a confié les décors à M. Hermann Warm, celui qui a fait les décors du cabinet du docteur Caligari, excusez du peu. Et finalement, le film a coûté 9 millions de francs d'époque. En comparaison, le Napoléon, avec ses milliers de figurants, ses décors gigantesques, n'en a coûté que 13. C'est-à-dire que c'était vraiment un film très important. Les producteurs ont presque tout perdu, cela dit. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Dreyer a décidé d'emblée qu'il n'allait pas filmer la saga germanique. Hein. Il n'y a pas de voix d'On Rémy, il n'y a pas les grandes batailles, le siège d'Orléans, le couronnement du dauphin à Reims, etc. Non, il va uniquement filmer le procès de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il faut le savoir, a été capturée en mai 1430 et elle est restée pratiquement 1 année en captivité. Et là, quand elle est capturée, elle a 18 ans. Elle mourra à 19 ans. Et pendant cette année de captivité, les 5 derniers mois sont ceux qui vont nous concerner. Les Français l'ont capturée devant Compiègne et ils l'ont vendue aux Anglais. À partir de février 1431, commence le procès. Il va s'étirer sur 5 mois. Il y aura 29 interrogatoires. Et tout cela a été noté mot pour mot. On sait exactement ce qu'ils sont dit, ce qu'ils se sont répondus, etc. Alors Dreyer se dit, d'une part, je vais pas filmer tout ça. Je vais concentrer, c'est assez hardi, tous les 29 interrogatoires en un seul sur une seule journée. C'est le 30 mai 1431, la journée de sa mort. On va tout condenser, le public ne remarquera rien, puis d'ailleurs, c'est la liberté du créateur. Et puis, il va commencer à chercher une actrice. Finalement, il va tomber sur une femme qui s'appelle Renée Jeanne Falconetti, qui est une Corse. Une femme qui joue du théâtre, beaucoup de théâtre, que du théâtre même, elle n'a pas de main. C'est une méridionale assez vive, c'est la maîtresse de Charles Boyer, c'est une grande copine de Lucien Guitry, donc le papa de Sacha, et puis elle danse le Charleston sur la scène, donc c'est assez curieux de lui remettre ce rôle-là, ça choque aussi déjà, j'ai lu des échos dans la presse parisienne, ils étaient plutôt inquiets, je sais ce que Lannoy va faire de notre héroïne. Et il va s'établir entre ces deux tempéraments qui sont radicalement opposés, entre le nordique luthérien qui est Dreyer, et puis la méridionale catholique qui est Falconetti, va se créer une espèce de complicité, parce que Dreyer a décelé sur son visage une sorte de fracture. Il s'est rendu compte que cette femme n'est pas aussi gaie qu'elle en a l'air, et qu'il va pouvoir tirer quelque chose d'elle. Donc d'ailleurs, il s'avérera, je pense qu'il l'a senti, c'était une femme qui était fondamentalement dépressive. Elle va retourner au théâtre après, elle fera une carrière, elle jouera au théâtre jusqu'en 1939. Elle s'établira ensuite en Argentine, à Buenos Aires, où elle finira par se suicider. C'est très curieux, c'est donc son unique rôle au cinéma. Et Dieu sait si elle est devenue célèbre, parce qu'on voit son visage partout. C'est clair que quand on pense à Jeanne d'Arc, on voit le visage de la Falconetti. Et alors, comment maintenant traduire ce drame à l'écran? Dreyer voulait le tourner en sonore. Le sonore existait déjà, ça commençait à droite et à gauche, mais il n'y avait pas assez d'installations techniques, les studios en France n'étaient pas prêts pour cela. Donc on va le tourner en muet et on va essayer de faire dialoguer le silence. Dreyer veut déhistoriser son récit, il va mettre le moins de références strictement médiévales, si vous voulez, ou fin, mais c'est plutôt la fin du Moyen-Âge, bien sûr. Le Moyen-Âge n'existe pratiquement plus à cette époque-là. Tout s'est effondré pendant la guerre des 100 ans. Et il va cadrer au set un maximum, justement, les visages, des cadrages insolites, pour créer une sorte de sentiment d'étouffement, pour montrer cette femme qui va en voir de toutes les couleurs. L'actrice va être... on lui tombe vraiment les cheveux, on va vraiment lui cracher au visage, etc. Il s'agit de la passion de Jeanne d'Arc. Le renvoi à la passion du Christ est intentionnel. D'ailleurs, il y a certaines poses qu'elle aura qui nous rappellent très clairement l'iconographie du Christ.
Que vous dire encore? Oui, là, on peut encore dire quelque chose sur l'accueil du film. Le film est finalement sorti en mars 1928. La Première Mondiale n'était pas à Paris, elle était à Copenhague. Il y a eu un succès mitigé, mais enfin quand même, succès d'estime. Et il a fallu ensuite attendre presque 6 mois pour qu'il puisse sortir en France, parce que l'action française a essayé de bloquer, et finalement l'évêché de Paris a exigé que ce film soit mutilé. Et effectivement, il est sorti avec des tas de coupures. Parce que, évidemment, ce fichu luthérien a fait un film anticlérical. Ou comme dire les choses comme elles sont. Les têtes que vous allez voir, il y a Antonin Artaud, vous verrez même Michel Simon pendant quelques secondes, mais vraiment quelques secondes uniquement, juste un gros plan, parce que Dreyer ne savait pas très bien faire de Simon, il ne s'entendait pas très bien. Enfin, c'est une autre histoire. Alors effectivement, le film va sortir de manière mutilée à Paris. Comble le malheur, c'est donc la passion de Jeanne d'Arc. Le négatif original va brûler dans un incendie de laboratoire à Berlin. Et alors, pendant les décennies qui ont suivi, il y a eu une quantité de tentatives de reconstruction du film. Tantôt on allait dans un pays, tantôt dans un autre, pour trouver des copies où il y a des plans qui manquaient, puisque ce film était sorti dans un état impossible. Et il aura fallu attendre 1981 pour qu'on retrouve une copie intégrale dans un asile psychiatrique au Danemark. Voilà, alors cela dit, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci Hervé. Encore un tout petit mot donc, pour vous dire, parce que évidemment, après la projection, Hervé sera parmi nous à l'étage au-dessus pour dédicacer l'ouvrage qui sera mis en vente officiellement à un prix exceptionnel aujourd'hui de 30 francs au lieu des 37 pour la suite. Et que, évidemment, parallèlement à cette séance de dédicace, on vous offrira un apéritif, donc on pourra aussi boire un verre et converser en commun en attendant la projection à 21h du film de Robert Bresson. Merci à tout à l'heure et je vous laisse dans les mains expertes de notre pianiste Enrico Camponovo qui va accompagner cette projection.